À l'anniversaire de ma fille, ma sœur s'est moquée de son dessin. Inutile. Elle n'arrivera jamais à rien. Je lui ai pris la main et je suis parti. Le lendemain matin, ma mère a appelé en pleurant. Appelle la banque. Le prêt de ton autre sœur a été refusé. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je suis Samara, j'ai 42 ans. Je suis mère célibataire et graphiste. Ma vie n'est pas glamour, mais elle est à moi. Elle se passe entre mon petit appartement à Publa, les commandes de logos pour de petits commerces et mes essais ratés d'apprendre à ma fille, Sochil, à ne pas laisser traîner les crayons de couleur dans tout le salon. Aujourd'hui c'était le 10 anniversaire de Sochil. Ce n'était pas une grande fête. Je n'avais ni l'argent ni franchement l'énergie pour organiser une de ces fêtes exagérées avec 50 enfants qui crient et un magicien médiocre. J'avais gonflé quelques ballons, j'avais fait moi-même un gâteau 3 laits, le préféré de ma fille, et j'avais préparé une grande casserole de macaroni au fromage, son autre faiblesse. La liste d'invités était courte, ma famille. Et comme toujours, ils sont arrivés en retard. J'ai entendu le bruit de la voiture de mon père, Saul, se garer avec la brusquerie qui le caractérise. Puis les voix. Ma mère, Elodia, se plaignant du trafic. Et ma sœur aînée, Mireia, la reine dorée de la famille, parlant encore au téléphone, concluant un de ses grands business imaginaires. Ma sœur cadette, Dahlia, la seule que je voulais vraiment voir, m'avait appelé ce matin-là. Elle avait de la fièvre, une grosse grippe. Je suis désolé, Sama. Sa voix sonnait faible et bouchée. Garde-moi du gâteau. Fais un gros câlin à Sochil de ma part. Ma fille a couru à la porte. À ses 10 ans, Sochil avait encore cette lumière pure, cette innocence que le monde n'avait pas encore réussi à salir. « Ao, papi. Tati Mireia. » cria-t-elle. Mes parents sont entrés. Ma mère, Elodia, 68 ans, avec sa permanente impeccable et son sac de marque, sûrement une imitation que Mireia lui avait offerte, m'a fait un bisou rapide sur la joue qui sentait la laque. La nourriture est prête, ma fille? On meurt de faim. Il n'y a pas eu de bonjour, pas un merci pour l'invitation. Mon père Saul, 70 ans, a hoché la tête dans ma direction, son regard cherchant déjà le bol de coin frites que je lui préparais toujours. Puis elle est entrée. Mireia, 45 ans, vêtue d'un tailleur blanc qui coûtait plus que mon loyer de 3 mois, ses lunettes de soleil sur la tête comme un bandeau et son téléphone collé à l'oreille. Non, non Arturo, écoute-moi, disait-elle avec cette voix de fausse femme d'affaires. La stratégie de marketing digital est essentielle. On parle d'un retour sur investissement de 2 cents%. Envoie-moi le contrat, dit-elle avant de raccrocher avec un soupir dramatique, comme si elle venait de sauver une nation. Salut, petite sœur, me dit-elle, son regard parcourant mon appartement avec une petite grimace presque invisible. Que c'est, accueillant. Sochil, elle, tremblait d'excitation. Elle avait passé tout le mois à préparer les cadeaux. Ce n'étaient pas des choses achetées, c'était elle. Joyeux anniversaire, mon amour, dit ma mère en lui donnant une enveloppe. Tiens, pour tes bonbons. Sochil a dit merci et a couru dans sa chambre. Elle est revenue avec 3 petits paquets emballés dans du papier de soie, un pour chacun. Mes parents ont ouvert les leurs, des dessins de 2 encadrés avec des bâtonnets en bois peint. Ils ont murmuré, c'est joli, merci. Mais le cadeau spécial, celui qu'elle avait gardé avec le plus de soin, était pour Mireia. C'est pour toi, Tati, dit Sochil, les yeux brillants, en lui tendant une petite toile emballée. Mireia, qui était déjà en train de regarder son Instagram, leva les yeux avec agacement. Pour moi? Oh, comme c'est mignon. Elle le prit du bout des doigts, protégeant sa manucure française. Elle l'a ouvert avec paresse. C'était un dessin, mais pas n'importe lequel. Sochil avait utilisé tous ses feutres à paillettes, ses stylos gel, elle avait même collé de petites perles colorées. C'était un atelier de céramique, un atelier de Talavra, l'artisanat sacré de Publa. Sur l'enseigne, avec des lettres rondes et colorées, on lisait les cadeaux de Sochil. Il y avait de petites étagères avec des vases dessinés, un four en argile dans un coin et une petite version d'elle-même avec un tablier en jean qui souriait. Mireia la regardait fixement une seconde. Pas de sourire, pas de merci.
Elle a lâché un petit rire. Un rire sec, coupant. Oh, Sochil, dit-elle, et d'un geste du poignet lança le dessin sur la table. La toile a heurté un verre d'hibiscus, renversant le liquide rouge sur la nappe et mouillant un coin de l'œuvre de ma fille. Quelle perte de temps. Le silence dans la pièce a été total. Sochil est resté figé, son sourire disparaissant comme si quelqu'un l'avait effacé. Tati, murmura Sochil, les yeux remplis de larmes. C'est mon atelier de Talavra, comme ceux qu'on a vus au centre. Mireia a ri encore, cette fois plus fort. Chérie, s'il te plaît, concentre-toi sur l'école, sur les maths, sur quelque chose d'utile. Elle s'est approchée et lui a tapoté la tête de haut en bas. Le bracelet en or à son poignet a tinté. Ça, dit-elle en pointant du doigt le dessin taché, c'est inutile. Sochil n'a pas bougé. Avec ça tu n'arriveras à rien, continua Mireia en me regardant maintenant, comme si la bêtise de ma fille était ma faute. Tu vas finir par vendre des bonbons dans la rue. C'est ça que tu lui apprends, Samara. Je suis resté immobile. J'ai senti mon sang devenir froid. J'ai vu la haine pure dans les yeux de ma sœur. Elle ne détestait pas seulement le dessin, elle détestait la créativité pure, l'espoir, cette lumière dans ma fille que Mireia n'avait jamais eue. Mireia, s'il te plaît, dit ma mère, Elodia. Mais elle ne défendait pas Sochil. Elle était inquiète pour la nappe tachée. Oh, ne sois pas si dur. C'est juste un dessin. Mon père, Saul, hocha la tête en mâchant bruyamment un chicharon. Eh bien, elle a raison, l'art ne paie pas les factures. Les affaires, ça oui c'est important. Sochil a laissé échapper un sanglot étouffé et a couru dans sa chambre. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas insulté, je n'ai pas exigé d'excuses. La colère que j'ai ressentie n'a pas explosé, elle a été froide. Ça a été comme un déclic dans ma tête, comme si la dernière pièce d'un puzzle douloureux venait de s'emboîter. Je me suis levé de la table, je ne les ai pas regardés. J'ai simplement marché jusqu'à la chambre de ma fille, je suis entré et j'ai claqué la porte. J'ai entendu leur voix confuse de l'autre côté. Samara, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Quel caprice encore? Je m'en fichais. Je me suis assise par terre, près du lit de ma fille, je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait sans s'arrêter et j'ai su, avec une clarté terrifiante, que quelque chose s'était brisé pour toujours. J'en avais marre, j'étais à bout. Pendant que je tenais Sochil, dont le corps tremblait à chaque sanglot, mon esprit s'est déconnecté du présent. J'ai arrêté d'écouter les murmures irrités de mes parents et le rire condescendant de Mireia de l'autre côté de la porte. À la place, mon esprit a voyagé dans le passé, ouvrant les portes de ce que j'appelais le musée de la reine. Une collection de souvenirs, des expositions permanentes qui prouvaient que ce qui venait d'arriver n'était pas un accident, mais un schéma. Exposition A. La robe de Quincy Anra, 1998. J'avais 14 ans et demi et j'avais passé 6 mois à travailler en secret dans une papeterie après l'école. J'avais économisé chaque peso pour acheter une robe d'occasion pour ma fête de 15 ans. Elle n'était pas neuve, mais elle était belle, couleur ivoire, avec de petits détails en dentelle. Je l'avais accrochée dans mon placard, couverte d'un drap. Mireia, qui avait alors 18 ans et était déjà la reine du drame, avait une grande fête à l'université. Sans me demander, elle a pris ma robe. Quand elle est rentrée cette nuit-là, ou plutôt au petit matin, la robe était ruinée. Elle avait un énorme accroc sur la jupe, une tache de vin rouge et sentait la cigarette. J'ai pleuré sans fin. Quand ma mère, Elodia, a vu la scène, elle n'a pas crié sur Mireia, elle a crié sur moi. Samara, tu es bête, m'a-t-elle dit, pendant que Mireia bâillait derrière elle. Pourquoi laisses-tu tes affaires là où ta sœur peut tomber dessus? Tu sais comme elle est distraite. Mireia ne s'est même pas excusée. Oh, quelle exagérée, dit-elle. Ce n'était pas si joli. J'ai fini par porter une robe empruntée, trop grande, de ma cousine pour ma fête. Exposition B. L'université versus la boutique, 2001 à 2002. J'ai obtenu une bourse partielle pour étudier le design graphique. C'était mon rêve, mais la bourse ne couvrait pas tout. J'ai demandé de l'aide à mes parents pour les fournitures et le reste des frais. On n'a pas d'argent, Samara, dit mon père Saul sans lever les yeux de son journal. Et franchement, le design graphique, ça c'est pour les hippies. C'est inutile. Trouve-toi un vrai travail. Ma mère a soupiré. Ton père a raison, ma fille.
tu devrais étudier la comptabilité comme ta cousine. J'ai dû prendre 2 emplois à mi-temps en même temps que mes études. Je nettoyais des bureaux la nuit et je servais des tables le week-end. Je dormais à peine. 1 an plus tard, Mireia, qui avait abandonné ses études d'administration parce que les professeurs la détestaient, a eu une idée brillante. Elle voulait ouvrir une boutique de vêtements importés. Mes parents, les mêmes qui n'avaient pas d'argent pour mon éducation, ont utilisé leurs économies de retraite. Ils lui ont donné 200 000 pesos. C'est un investissement, m'expliqua mon père avec fierté, quelque chose que je n'avais jamais senti diriger vers moi. Ta sœur a une vision pour les affaires. La boutique a fait faillite en 8 mois. 8 mois pendant lesquels Mireia a utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour partir en vacances à Acapulco et s'acheter des sacs chers. Mes parents ont dû demander un prêt pour couvrir les dettes qu'elle avait laissées, mais bien sûr ce n'était jamais la faute de Mireia. C'était l'économie, la malchance, les employés qui lui avaient volé. Exposition C. L'ombre récurrente de Dalia. Ma petite sœur, Dalia, a toujours été la plus silencieuse. Elle a un talent incroyable. Ses mains transforment l'argile en magie. Elle peut reproduire la plus fine talavra, mais elle a aussi son propre style, moderne et délicat. Il y a quelques années, Dalia voulait mettre un petit stand au marché artisanal du Parian. Elle était terrifiée, mais excitée. Mireia l'a appris et s'est moquée d'elle pendant un dîner de famille. Un stand au marché. Oh non. Dalia, reine, tu vas rester assise là toute la journée avec les mains pleines de boue. Quelle horreur. Tu n'as pas de classe. J'ai vu la couleur disparaître du visage de Dalia. Elle a haussé les épaules et a murmuré que peut-être c'était une mauvaise idée. Elle n'a jamais essayé. Elle a rangé ses outils et s'est contentée d'un travail terne dans un bureau du gouvernement. Mireia lui avait volé son rêve avec une seule phrase. Exposition D. Mon succès, inutile, 2011. Ma carrière de graphiste a démarré lentement, mais avec constance. Il y a quelques années, j'ai obtenu un contrat qui a changé ma vie. Une petite marque de mezcal artisanal d'Oaxaca avait besoin d'une identité de marque complète. Le propriétaire était jeune et il a fait confiance à ma vision. J'ai conçu le logo, les étiquettes, la boîte. La marque a explosé. Elle est devenue un succès à l'exportation. Mon contrat incluait un petit pourcentage des ventes. Pour la première fois de ma vie, j'avais une sécurité financière. J'avais plus d'argent en banque que ce que mon père avait gagné en toute sa vie avec son épicerie ratée. Je l'ai raconté à ma famille une seule fois. J'ai commis l'erreur de mentionner que j'avais signé un bon contrat. La réaction immédiate de ma mère n'a pas été de la fierté, mais du calcul. C'est bien, Samara, dit-elle avec un sourire trop éclatant. Alors, tu peux aider ta sœur Mireia à payer la dette de sa carte de crédit. La pauvre, elle est tellement stressée. J'ai appris la leçon, j'ai caché mon succès. Je vivais simplement. Ma famille pensait que j'étais une pauvre graphiste qui avait juste de quoi payer son loyer, et ça m'allait. C'était mon mécanisme de défense. S'ils pensaient que je n'avais rien, ils ne pouvaient rien me demander. Exposition E. Le saut final. 2013. Le souvenir le plus douloureux. L'hôpital. Je venais d'accoucher de Sochil après 30 heures de travail. J'étais épuisé, endolori, mais euphorique. Mon bébé était parfaite. Le père de Sochil, eh bien, c'est une autre histoire, il est parti dès qu'il a su pour la grossesse. Ma mère, Elodia, est entrée dans la chambre d'hôpital. Elle n'a pas regardé le berceau, elle m'a regardé moi avec cette expression de déception que je connaissais si bien. Elle a parcouru la chambre, remarqué l'absence d'un père, de fleurs chères, d'une bague à mon doigt. Elle a soupiré et ses premières paroles pour sa fille devenue mère n'ont pas été « félicitations ». Elles ont été « quelle honte, Samara. Maintenant, qui va vouloir t'épouser? Tu es déjà incomplète. Incomplète. Je caressais les cheveux de Sochil, maintenant endormi dans mes bras. Ses pleurs s'étaient calmés. J'ai entendu la porte principale de mon appartement claquer. Ils étaient partis. Ils ne m'avaient même pas dit au revoir. J'ai regardé ma fille, si petite, si pleine de potentiel, si complète. Et la voix de Mireia a résonné dans ma tête, inutile. Je n'ai pas réfléchi alors qu'une fureur froide et pure s'installait dans ma poitrine. Il se trompe. Il m'avait appelé inutile toute ma vie. Je l'avais supporté.
J'avais encaissé leurs insultes, leur mépris, leur aveuglement volontaire. Mais ils avaient franchi la limite. Ils avaient mis ce mot sale dans l'esprit de ma fille. Ce n'était plus à propos de moi, c'était à propos d'elle. Et pour elle, j'étais prête à brûler le musée jusqu'aux fondations. Le lendemain matin, c'était un dimanche gris. Le ciel de Publa semblait partager mon humeur, une toile lourde et humide. Sochil s'est réveillée silencieuse. Elle n'a pas parlé de sa tante, elle n'a pas parlé du dessin. Elle s'est juste assise sur le canapé pour regarder des dessins animés, le volume trop bas, comme si elle ne voulait pas prendre de place. J'étais dans la cuisine en train de frotter avec rage les restes du gâteau d'anniversaire. Je frottais comme si je pouvais effacer la tache que les mots de Mireia avaient laissée dans ma maison. Le dessin de Sochil était toujours sur le plan de travail. Le coin taché d'hibiscus avait séché, laissant un vilain cercle marron sur l'atelier de Talavra coloré. Je l'ai pris avec soin et je l'ai mis sur le réfrigérateur. Puis, mon téléphone a commencé à sonner. J'ai vu le nom sur l'écran. Maman. Je l'ai laissé sonner. 1, 2, 3 sonneries. La messagerie a pris le relais. 1 minute plus tard, il a sonné encore. Maman, encore. Je l'ai ignoré. J'ai ressenti une petite satisfaction amère en appuyant sur le bouton silence. 30 secondes plus tard, il a sonné encore et encore. À la 5e tentative, j'ai répondu, non pas par inquiétude, mais par agacement. Je savais qu'elle n'abandonnerait pas. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» dis-je, ma voix plus dure que je ne le voulais. Il n'y a pas eu de bonjour, pas de comment ça va. Juste le son d'un sanglot, dramatique, presque répété, de l'autre côté de la ligne. « Samara, ma fille !» cria Elodia, sa voix aiguë de panique feinte. « Quelle tragédie ! Quelle disgrâce ! Tu dois appeler la banque tout de suite. » Je suis resté figé. Mon esprit a automatiquement passé en revue mes comptes. Tout était en ordre. Le loyer payé, la carte soldée. Ça n'avait rien à voir avec moi. Alors quoi? Maman, calme-toi. Je ne comprends pas, dis-je en m'essuyant les mains avec un chiffon. Quelle banque? De quoi tu parles? Le prêt, gémit elle. Le prêt de ton autre sœur, de Dahlia. Mon estomac s'est contracté. Le prêt, avec le drame de l'anniversaire, je l'avais complètement oublié. 2 semaines plus tôt, Dahlia, ma petite sœur, m'avait appelé. C'était la seule dans cette famille avec qui j'avais encore un vrai lien. Elle m'avait appelé avec une voix que je n'avais pas entendue depuis des années, une voix tremblante d'espoir. Elle avait trouvé un petit local dans le quartier des artistes. Un espace minuscule, mais parfait. Encore plus important, le propriétaire vendait son vieux four de céramique, un four professionnel de Talavra, à un prix bradé. Sama, m'a-t-elle dit, c'est ma chance. Je peux quitter ce travail terne. Je peux faire ce que j'ai toujours voulu. Le problème, comme toujours, c'était l'argent. Dahlia n'avait pas d'économie. Des années à être l'autre fille invisible et à ce que Mireia emprunte son argent et son crédit l'avait laissé à zéro. Elle avait besoin d'un prêt d'une fintech, une de ces compagnies rapides de financement. 120 000 pesos. Environ 5 000. On ne m'approuve pas, Sam, dit-elle, la voix brisée. Mon historique de crédit est foutu. Maman et papa ont refusé. Ils ont dit que c'était jeter l'argent à la poubelle, qu'elle devrait le donner à Mireia pour son vrai business. Je suis restée silencieuse. Je savais ce qui venait. Toi, tu es mon seul espoir, murmura-t-elle. Tu pourrais être ma garante? Signer avec moi? Je détestais l'idée. Je détestais mélanger mon crédit, que j'avais mis des années à construire, avec ma famille. Mais c'était Dahlia. C'était sa seule sortie, son seul bateau de sauvetage dans cet océan de mépris familial. Dans un moment de faiblesse, de véritable affection pour elle, j'ai accepté. D'accord, Dahlia. Je le ferai, mais seulement pour toi. Nous avons fait la demande en ligne. J'ai mis mes informations, ma signature digitale. La plateforme disait que l'approbation prendrait quelques jours et maintenant ma mère pleurait pour ce prêt. Ils l'ont refusé. Cria Elodia dans mon oreille. La banque vient d'appeler. Ils ont dit que la demande a été rejetée. Dahlia est dévastée. Elle ne cesse pas de pleurer. Je suis resté debout, tenant le téléphone.
Elodia a continué. Tu dois arranger ça, Samara. Toi, tu as un bon crédit. Toi, tu es graphiste de ces choses d'internet. Appelle-les, crie-leur, dis-leur que c'est toi. Propose-leur plus d'argent. Je ne sais pas. Fais quelque chose. Tu dois arranger ça. Ces 3 mots. L'histoire de ma vie. Répare la robe que Mireia a déchirée. Répare les dettes que Mireia a laissées. Répare le dîner de famille après que Mireia a insulté tout le monde. Répare la tristesse de Dalia. Répare l'orgueil blessé de papa. Répare, répare, répare. Tu dois arranger ça. La voix de ma mère continuait de résonner dans mon oreille, un mélange d'hystérie et d'ordre. Je suis resté à regarder le mur de ma cuisine. Sur le réfrigérateur, le dessin de Sochil me regardait. L'atelier des cadeaux de Sochil, taché par l'hibiscus. Inutile. La voix de Mireia, aussi claire que si elle était à côté de moi. Tu finiras par vendre des bonbons dans la rue. Et ensuite la voix de mon père. L'art ne paie pas les factures. Et celle de ma mère ce matin, Dalia est dévastée. Répare-le. Tout tourbillonnait dans ma tête. La robe de 15 ans, l'argent de l'université qui n'est jamais arrivé. La boutique foirée de Mireia. Les années à être le distributeur automatique émotionnel et financier d'une famille qui ne me voyait que comme un outil fiable mais au fond inutile. Ils m'avaient traité d'inutile, mais ils exigeaient que je sois toute puissante. Ma mère continuait de parler. Dalia va si mal, Samara, tu dois comprendre. Elle comptait sur ça et maintenant tout est ruiné. Tu dois. Non. Le mot est sorti de ma bouche avant que je puisse y réfléchir. C'était un chuchotement. Quoi? Cria ma mère. Que as-tu dit? Je ne t'entends pas. Non, ai-je répété. Cette fois plus fort, avec un calme qui m'a surprise moi-même. Je ne vais pas arranger ça. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence total. Ma mère n'était pas habituée à entendre ce mot venant de moi. Quoi? Que veux-tu dire par non? Demanda-t-elle, sa voix perdant son ton de victime et prenant une pointe d'avertissement. Samara, je n'ai pas de temps pour tes jeux. Appelle la banque. Je ne vais pas appeler la banque, maman, ai-je dit. Et en le disant, j'ai senti un poids de 30 ans se retirer de mes épaules. Je ne vais pas crier, je ne vais pas offrir plus d'argent. Je ne vais rien faire. Mais c'est ta sœur, Dalia. Et où étais-tu hier quand ta fille, Mireia, a dit à ma fille qu'elle était inutile? Ai-je craché? Elodia est restée silencieuse. Où était papa? Où étais-tu quand elle a dit qu'elle finirait par vendre des bonbons dans la rue? Où étiez-vous quand elle a jeté son cadeau et lui a taché le cœur? Ah, vous n'étiez pas occupé. Papa était occupé à manger des chicharrones et toi tu t'inquiétais pour la nappe. Ça n'a rien à voir, balbutia ma mère. C'était juste une blague. Mireia plaisantait. Les enfants sont sensibles. Sochil doit apprendre à ne pas être si délicate. Non, maman, ai-je dit. Toi, tu dois apprendre que je ne suis plus ta bonne. C'est fini. Et j'ai raccroché. Ma main tremblait, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline. Le téléphone a sonné tout de suite. Maman, j'ai rejeté. Il a sonné encore. Papa, j'ai rejeté. 1 minute plus tard, un texto de ma mère répond au téléphone maintenant. Samara, tu es enfantine. J'ai effacé le message. J'ai ouvert ma liste de contacts. Maman. Bloquer contact. Bloquer la mère. Oui, papa. Bloquer contact. Bloquer papa. Oui, Mireia. Bloquer contact. Bloquer Mireia. Oui. J'ai regardé le nom de Dalia. Mon doigt a flotté au-dessus du bouton. Je n'ai pas pu. Ce n'était pas de sa faute. J'ai juste mis sa conversation en silencieux. Mon téléphone est devenu muet. La cuisine s'est sentie, pour la première fois de ma vie, vraiment mienne. La paix a duré exactement 3 heures. À 14 heures, on a frappé à ma porte, non pas avec la sonnette, mais avec des coups forts, autoritaires. J'ai regardé par le Judas. C'était mon père. Son visage était rouge, la veine de son front battait. Samara, ouvre la porte.
Je sais que tu es là. Sochil m'a regardé du canapé, effrayé. Je lui ai fait signe de se taire. Samara cria encore, frappant plus fort. Ta mère est très mal. Elle est noyée dans ses larmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu détruis cette famille pour un caprice? Je suis resté immobile. J'étais en train de détruire la famille. J'étais en train de faire un caprice. Va-t'en, papa, ai-je crié à travers la porte. Va-t'en de ma maison. Il y eut un silence stupéfait, puis un dernier coup. Tu vas regretter ça, ingrate. J'ai entendu ses pas lourds s'éloigner. Cette nuit-là je n'ai pas pu dormir. Pas par culpabilité, mais par un étrange mélange de peur et de soulagement. Et cette même nuit, comme pour confirmer que j'avais eu raison, Mireia a posté une photo sur son Instagram. C'était elle dans un spa, enveloppée d'un peignoir blanc avec des concombres sur les yeux. La localisation disait « Spa Renacé Publa » et le texte « Un repos bien mérité après une semaine de travail super dur ». #boss, #béni. Merci à ma famille pour leur soutien éternel. Ma mère, Elodia, a été la première à commenter « Tu le mérites, ma reine, fière de toi. Tu es une gagnante ». J'ai fait une capture d'écran et j'ai éteint mon téléphone. Une semaine est passée, une semaine de silence total. Ce fut la semaine la plus étrange et paisible de ma vie d'adulte. Pas d'appel paniqué de ma mère, pas de demandes urgentes d'argent de Mireia, pas de visite avec les remontrances de mon père. C'était comme si en les bloquant j'avais coupé l'oxygène à un feu qui brûlait depuis 42 ans. Je me suis concentré sur ce qui comptait. J'ai inscrit Sochil à un atelier de céramique le week-end dans le quartier des artistes. Quand je lui ai dit, ses yeux se sont rallumés pour la première fois depuis l'anniversaire. Vraiment, maman, comme le dessin. Comme le dessin, mon amour. Mais vraiment. J'ai avancé dans mon travail. Je concevais une nouvelle étiquette pour l'édition spéciale Anejo de la marque de Mezcal. Le travail coulait. La créativité étouffée depuis si longtemps par le ressentiment familial est revenue avec force. Et puis, le vendredi après-midi, en vérifiant mes courriers indésirables, j'ai vu un email. L'expéditeur était Dalia. Le sujet m'a glacé le sang, Samara, tu dois voir ça. Mon premier instinct a été de le supprimer. Mon cœur s'est accéléré. J'ai pensé que c'était une autre tactique de ma mère utilisant Dalia pour me culpabiliser. Ne tombe pas dans le panneau, Samara, ne tombe pas. J'étais sur le point d'appuyer sur supprimer, mais quelque chose dans les majuscules, dans l'urgence de ces 3 mots, nous nous sommes fait avoir, m'a arrêté. J'ai ouvert le mail. Ce n'était pas une supplique, c'était un cri de guerre numérique. Le texte de Dalia était frénétique, plein de fautes de frappe, comme si elle l'avait écrit en tremblant. Samara, je sais que tu es en colère contre moi et contre tout le monde. Je comprends, mais tu dois m'écouter. Maman m'a dit que tu t'étais retiré du prêt, que tu t'étais fâché à cause de ce qui est arrivé à Sochil et que tu m'avais annulé. J'ai pleuré pendant 2 jours, mais aujourd'hui quelque chose ne collait pas. Maman m'a dit que la banque avait appelé pour refuser, mais je n'ai jamais reçu d'email de rejet. Alors je suis allé sur le portail de la FinTech. Crédit Rapido. Rapide. Samara. Samara, le prêt n'a pas été rejeté. Le prêt a été approuvé. Il a été approuvé il y a 4 jours. Le même lundi après la fête. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Approuvé. Alors pourquoi Dalia n'avait-elle pas l'argent? Et pourquoi ma mère m'avait-elle appelé en pleurant? J'ai continué à lire. Regarde ça. Regarde ça. Il y avait des pièces jointes. Je les ai ouvertes. C'étaient des captures d'écran du portail Crédit Rapido. Capture 1, une bannière verte brillante, félicitations, Dalia. Ton prêt de 120 000 pesos MXN a été approuvé. Capture 2, le statut de la transaction. Montant 120 000 MXN. Statut, déboursé. Capture 3, les détails du décaissement. Fonds transférés au compte clé XLX 1234. Bénéficiaire, Servicio Creativo Me. Servicio Creativo Me, ai-je lu à voix haute. Le mail de Dalia continuait. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas mon compte, ce n'est pas mon atelier. Samara, j'ai appelé la FinTech. J'étais hystérique. Je leur ai dit que c'était une fraude et ils m'ont répondu,
ils m'ont dit que ça ne pouvait pas être une fraude parce que le décaissement avait été confirmé par email et ils m'ont donné l'email. L'email utilisé pour confirmer le transfert n'était pas le mien, c'était mireia.consultin@gconsult@gmail.com. J'ai laissé tomber le téléphone. Il a éclaté sur le sol de la cuisine, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je me suis agrippé au bar. Mireia, ma sœur, la reine dorée. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas une erreur. Elle avait surveillé la demande. Elle savait que Dahlia et moi étions en train de la traiter et dès que ça a été approuvé, grâce à mon crédit, à ma signature, elle est intervenue. Elle a changé l'email de contact, falsifié ma signature digitale, probablement en la copiant d'un vieux document pour confirmer le transfert, et elle a détourné les 120 000 pesos. Le rêve de Dahlia, mon risque financier, tout détourné vers son compte. Servicio Creativo. Monsieur Mireia Elodia. Le deuxième prénom de ma sœur est Elodia, comme ma mère. L'air m'a manqué. C'était plus gros que ça. Ce n'était pas seulement Mireia. L'appel de ma mère, les pleurs, l'hystérie. Ce n'était pas parce que le prêt avait été refusé. C'était un écran de fumée. Ma mère savait. Elle savait que Mireia avait pris l'argent et m'avait appelé en pleurant, me disant que c'était refusé pour que je n'enquête pas, pour que je m'énerve à cause du refus, mais que je ne découvre pas le vol. Elle m'avait appelé pour que moi, la réparatrice, je me dispute avec la banque pour un refus qui n'existait pas, pendant que Mireia, la voleuse, s'en sortait tranquillement. Elle m'avait menti toutes les deux. Elle m'avait menti à moi et elles avaient menti à Dahlia, en lui disant que je l'avais trahi. La froideur que j'avais ressentie à l'anniversaire est revenue, mais cette fois ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la glace. C'était une rage si pure et si froide qu'elle m'éclaircissait l'esprit. Ce n'était plus un drame familial, c'était un crime. J'ai ramassé mon téléphone du sol. L'écran était cassé. Une toile d'araignée de verre couvrait le visage souriant de Sochil sur mon fond d'écran. Comme c'était approprié. Mon premier réflexe a été d'appeler Dahlia. J'ai composé son numéro. Samara, répondit-elle dès la première sonnerie. Sa voix était brisée, étouffée par les larmes. Dahlia, c'est moi. Je viens de lire ton mail, dis-je, ma propre voix sonnant étrange, métallique. Samara, je te jure, je ne savais pas. Maman m'a dit que tu t'étais fâchée et que tu avais annulé. Elle m'a dit que tu me détestais à cause de ce qu'a dit Mireia et je l'ai cru. Sanglots. Elles nous ont menti, Sama. Elles nous ont menti à toutes les deux. Je le sais, dis-je. Et j'ai ressenti une pointe de culpabilité de l'avoir réduite au silence. Elle était aussi victime que moi. Écoute-moi, Dahlia. Ne pleure pas. Bon, pleure si tu veux, mais après tu dois respirer. Tu dois être forte. Tu m'entends? Oui, oui. Je veux que tu me renvoies absolument tout. Chaque mail, chaque capture d'écran, la demande originale, tout. Tu les as? Oui, je les ai tous, dit sa voix gagnant un peu de force. Bien, envoie-moi ça maintenant et ensuite tu ne fais rien. Tu n'appelles pas maman, tu ne confrontes pas Mireia, tu n'écris rien sur Facebook. Compris? Silence total. Elle croit que nous sommes brouillés. Laisse-les le croire. C'est notre meilleure arme. Mais Samara, l'argent, mon four? Oublie l'argent pour l'instant, Dahlia. Là, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de justice. Fais-moi confiance. Tu peux? Il y eut une pause. Oui, samedi. Je te fais confiance. Nous avons raccroché. 5 minutes plus tard, ma boîte de réception était remplie de documents. Mon appel suivant n'a pas été pour ma famille, mais pour un numéro que j'avais enregistré dans mes contacts sous « Affaires ». Licenciado Gabino, bonsoir. Vous parlez à Samara? Oui, celle du Mescal. Merci. Tout va bien. Écoutez, j'ai besoin d'une consultation. Non, ce n'est pas pour le contrat. C'est une affaire personnelle, mais urgente. Je peux vous voir? Demain? Non, licencié. Avec tout le respect, il faut que ce soit maintenant. Le licencié Gabino était l'avocat qui avait rédigé mes contrats de design. Un homme d'une 50aine d'années, impeccablement habillé, avec un esprit tranchant comme une lame d'acier. Ce n'était pas le genre d'avocat de famille qui tape sur l'épaule.
C'était un avocat d'affaires spécialisé dans les fraudes. Il m'a reçu dans son bureau 1 heure plus tard. L'endroit sentait le café cher et les vieux livres. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai posé mon téléphone sur son bureau en acajou. Il y a 2 semaines, j'ai signé comme garante pour un prêt de 120 000 pesos pour ma sœur cadette, Dalia. Le prêt a été approuvé il y a 4 jours. Ma sœur aînée, Mireia, a intercepté l'approbation, falsifié ma signature digitale et détourné les fonds vers son compte personnel. Gabino s'est appuyé sur sa chaise, joignant le bout de ses doigts. Il n'avait pas l'air surpris, seulement intéressé. Preuve, dit-il simplement. Dalia m'a envoyé tout. Voici la demande originale avec ma signature. Voici l'approbation. Voici l'ordre de transfert. Servicio Creativo Mi, l'entreprise fantôme de Mireia. Et voici l'email qu'elle a utilisé pour confirmer la fraude, mireia.consultin@gmail.com. J'ai fait glisser le téléphone vers lui. Pendant 10 minutes, il a tout lu en silence. Ses sourcils ont à peine bougé. Enfin, il a levé les yeux. Licenciada Samara, dit-il avec ce ton formel qu'il utilisait. Ce n'est pas un drame familial, c'est un délit fédéral. Vol d'identité, fraude bancaire et falsification de documents. C'est très clair. J'ai ressenti une vague de soulagement. Je n'étais pas folle. Que dois-je faire? Demandai-je. La première chose est de nous protéger, dit Gabino en prenant des notes sur un carnet juridique. En ce moment, légalement, vous et Dalia êtes responsables de ce prêt. Nous devons agir vite. Appelons la banque, ai-je suggéré. Oui, mais à ma manière. Nous allons déposer une plainte de fraude auprès de la CONDUCEF, la Commission nationale pour la protection et la défense des usagers des services financiers, et en même temps une plainte pénale auprès du parquet pour vol d'identité. Mais avant ça, il me fixa. Vous avez mentionné que votre famille vous avait trompé. Votre mère. Ma mère m'a appelé lundi en pleurant. Elle m'a dit que le prêt avait été refusé. Elle a menti pour couvrir Mireia. Elle a menti pour que je ne découvre pas le vol. Gabino a souri pour la première fois. Un sourire fin, presque prédateur. Excellent, dit-il. Elles sont complices, ou au minimum, elles ont couvert. Ça nous donne un avantage. Quel avantage? Demandai-je. Elle croit avoir gagné. Elle croit que vous êtes en colère à cause d'un refus, pas d'un vol. Elle croit que le seul problème est que Dalia est triste. Elles n'ont aucune idée qu'elles font face à des charges criminelles. Il s'est levé. Mon conseil, licenciada. Ne faites rien. Rentrez chez vous, continuez votre vie. Laissez-les se sentir en sécurité. Et Mireia gardera l'argent? Ai-je demandé, la colère remontant. Pour l'instant, dit Gabino. L'argent volé brûle toujours dans les mains. Les gens comme votre sœur ne peuvent pas s'empêcher de frimer. Laissez-la frimer. Laissez-la dépenser. Chaque achat qu'elle fait est un clou de plus dans son propre cercueil. Nous préparons les documents et au moment venu, nous frapperons. Je suis sorti de ce bureau en me sentant différente. La victime, Samara, la réparatrice, était restée assise sur cette chaise. Celle qui est sortie par la porte était une autre personne. C'était une cliente et elle avait engagé un professionnel pour faire un travail. Le licencié Gabino avait raison. Les gens comme Mireia ne peuvent pas s'empêcher de montrer. 2 jours plus tard, le dimanche soir, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un appel, c'était une notification Instagram. Même si j'avais bloqué Mireia, son profil était public et une amie commune avait aimé sa dernière publication, la rendant visible pour moi. C'était une photo, pas du tout subtile. C'était Mireia posant sur un transat à côté d'une piscine turquoise. Elle portait un maillot de bain de créateur, d'énormes lunettes de soleil et tenait une margarita avec du sel sur le bord. Derrière elle, on voyait l'inoubliable mer des Caraïbes. La localisation, Cancun. Le texte de la publication était le sommet de son arrogance. Un voyage d'affaires imprévu, concluant un contrat millionnaire. Parfois tu dois investir en toi-même pour atteindre le niveau suivant. Merci à l'univers et à ma famille de toujours soutenir ma vision. Santé. #boss, #femme et affaires, #Cancun, #travailler dur. Travailler dur, investir en soi-même. Elle était à Cancun en train de dépenser l'argent de Dalia,
l'argent que je devrais légalement rembourser, les 120 000 pesos en margarita et en hôtel de luxe. Et elle avait le culot d'appeler ça un voyage d'affaires. La rage que j'ai ressentie était si intense que j'en ai eu la tête qui tournait. Mes mains tremblaient. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai envoyée à Gabino. Sa réponse fut immédiate. Parfait, continuez à tout garder. Mais cela m'a donné une idée terrible et brillante. Gabino avait dit que nous devions obtenir qu'elle admette leur complicité. Ma mère m'avait menti. Elle avait menti pour protéger sa reine dorée. J'ai respiré profondément. J'ai débloqué le numéro de ma mère. J'ai attendu que mon pouls se calme. Je devais agir. Je devais être la Samara qu'elle connaissait, la victime émotionnelle, la fille facile à manipuler. J'ai composé son numéro. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, comme si elle attendait près du téléphone. Samara, dit-elle, sa voix prudente, mais avec une pointe de triomphe. Et alors j'ai éclaté en sanglots. Ce fut les pleurs les plus faux et les plus convaincants de ma vie. Des sanglots gutturaux, désespérés, pleins de hoquets et de manque d'air. Maman, sanglotais-je au téléphone. Maman, tu dois m'aider. Je ne sais pas quoi faire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, dit Elodia, maintenant semblant vraiment confuse. C'est à cause du prêt, maman. Je t'ai déjà dit d'oublier ça. Dahlia ira bien. Non, maman, tu ne comprends pas, l'interrompis-je en pleurant plus fort. Je viens de recevoir une notification de la banque Crédit Rapido. Silence de l'autre côté. Quoi? Quelle notification, demanda-t-elle, sa voix perdant toute chaleur. Ça dit que le prêt a été approuvé. Ça dit que l'argent a été déboursé. 120 000 pesos. Maman, je ne comprends pas. L'argent n'est pas là. Dahlia ne l'a pas. Quelqu'un a volé l'argent, maman. Quelqu'un a volé mon identité. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Je lui donnais une sortie. Je lui donnais la chance de feindre la surprise, de partager ma panique, mais elle ne l'a pas fait. Il y eut un long silence. J'ai entendu sa respiration. Quand elle a finalement parlé, sa voix n'était pas paniquée, ni surprise, elle était irritée. Écoute-moi bien, Samara, dit-elle d'un sifflement bas et énervé. Tout semblant de mère aimante avait disparu. Ferme ta bouche. Je suis resté glacé. Ne crie pas au vol comme une idiote, continua-t-elle. Tu veux mettre ta sœur dans les problèmes? C'est ça que tu veux? Quoi? Murmurai-je. Ta sœur Mireia avait besoin de cet argent. Cracha-t-elle. Ce petit atelier minable de Dahlia peut attendre. Ce n'est même pas un vrai business. Mireia est à Cancun en train de conclure un contrat qui va nous sauver tous. C'est un investissement, tu comprends? Un investissement. Mais maman a utilisé mon nom, elle a utilisé mon crédit. C'est illégal. C'est une fraude. Ce n'est pas une fraude, a-t-elle crié. C'est une affaire de famille. Tu es sa sœur. Tu avais l'obligation de l'aider. Mireia est la plus intelligente de nous tous. C'est celle qui a de la vision. Toi, tu devais juste faire ta part et te taire. Le sang m'avait quitté du visage. J'étais pâle. Et Dahlia? Ai-je réussi à demander? Oh, Dahlia. Dahlia est une pleurnicheuse. Ça lui passera. Mireia lui rendra l'argent quand son affaire triomphera. Maintenant, écoute-moi, Samara. Arrête de faire des vagues. N'appelle pas la banque. N'appelle personne. Tu vas gâcher la grande opportunité de ta sœur. Tu m'as entendu? Tais-toi et ne complique pas les choses. J'ai raccroché. Je n'ai rien dit de plus. Je n'en avais pas besoin, parce que pendant que ma mère me donnait l'ordre de me taire, j'enregistrais toute la conversation, chaque mot, l'aveu qu'elle savait pour le vol, l'ordre de le couvrir, la confession qu'elles avaient sacrifié Dahlia et m'avaient utilisé, moi. J'ai sauvegardé le fichier audio, je l'ai renommé « Preuve AMP ». Je l'ai envoyé au licencié Gabino. Sa réponse, cette fois, a été un seul mot. Nous avons tout. Le titre de cette partie est « La célébration ». J'ai pris le reste de la semaine. J'ai laissé le silence revenir s'asseoir. Le licencié Gabino et moi avons travaillé vite. Nous avons déposé la plainte pénale pour usurpation d'identité,
fraude et falsification. Nous avons joint les captures d'écran, les emails, les relevés, la publication Instagram depuis Cancun et, comme joyau de la couronne, le fichier audio MP3. Le parquet a bougé plus vite que je ne l'espérais. La fraude bancaire avec usurpation d'identité, ce n'est pas pris à la légère. La fintech, Crédit Rapido, coopérait totalement, furieuse que sa plateforme ait été utilisée pour une fraude aussi éhontée. Mireia est revenue de Cancun le jeudi, bronzée et arrogante. Elle a posté une photo de ses valises à l'aéroport de Puebla. De retour, prête à conquérir le monde. Je ne l'ai pas contactée. Je n'ai pas non plus contacté mes parents. Je les ai laissés profiter de leur supposée victoire. Le vendredi matin, j'ai exécuté la deuxième partie de mon plan. J'ai ouvert un nouveau groupe WhatsApp. J'y ai ajouté maman, papa, Mireia et, pour une touche supplémentaire de drame, tante Silda, la sœur de ma mère, la commère officielle de la famille qui avait toujours été la principale défenseur de Mireia. J'ai respiré à fond et j'ai écrit le message. J'ai fait semblant d'être la Samara d'avant, celle qui cède, qui pardonne, qui revient en rampant. Bonjour à tous, ai-je écrit. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. J'ai vu ce que Mireia et maman écrivaient. Maman, tu avais raison. J'ai continué. C'est une affaire de famille. J'ai été très stressé par le travail et j'ai réagi de manière excessive. Dalia? Eh bien, Dalia aura d'autres opportunités. L'important, c'est la vision de Mireia. Mireia a arrêté d'écrire. Sûrement elle souriait. Mireia, félicitations pour ton voyage à Cancun. On dirait que ça a été un succès total. Papa, maman, tante Casilda, je veux m'excuser pour mon caprice. Le silence dans le chat a été total. Pour prouver que je suis sérieuse, ai-je écrit, le cœur battant. Je veux vous inviter tous à dîner demain samedi pour fêter le retour de Mireia et son nouveau grand projet. Je paie tout. Je veux que l'on reparte de zéro. Une seconde plus tard, le téléphone de ma mère a sonné. Ma fille, dit-elle d'une voix mielleuse, comme si rien ne s'était passé. Je savais que tu comprendrais, je savais que tu reviendrais à la raison. Oh, mon amour, bien sûr, ça nous fera plaisir. J'ai entendu la voix de Mireia en arrière-plan. Elle dit quoi? C'est Samara. Oui, cria ma mère, elle nous invite à dîner pour célébrer ton succès. J'ai entendu le rire arrogant de Mireia. Eh bien, il était temps qu'elle comprenne qui est la star ici. Dis-lui oui, mais qu'elle réserve dans un bon endroit. J'en ai marre de ces cantines. Mireia dit oui, mais que ce soit un bel endroit, m'a transmis ma mère. Bien sûr, ai-je dit, d'une voix si douce que ça m'a presque donné le diabète. J'ai déjà réservé au mural de Los Poblanos. Demain à 20h. Un salon privé. Parfait. Un salon privé. Oh, ma fille, quelle générosité. Nous serons là. Tu es une bonne fille, Samara. Tu l'as toujours été. Merci, maman, ai-je dit. À demain. J'ai raccroché. Le piège était posé. Le titre de cette partie est « Les invités d'honneur ». Samedi soir. 8h pile. Le mural de Los Poblanos n'est pas n'importe quel restaurant, c'est un emblème à Puebla. C'est élégant, historique et cher. Le genre d'endroit où Mireia avait toujours voulu appartenir. Je suis arrivé la première. J'ai réservé le salon, Virénal, un espace privé au 2e étage, avec mur en briques apparentes et une lourde table en bois sombre. J'ai donné ma carte au serveur. L'addition complète ira sur cette carte, peu importe qui commande, lui ai-je dit. Je me suis assise et j'ai attendu. À 20h15, ils sont arrivés en faisant une entrée triomphale. Mireia passait devant, bien sûr. Elle portait une robe rouge éclatante, trop ajustée, et des talons qui résonnaient sur le plancher en bois. Son bronzage de Cancun brillait sous les lumières tamisées. Elle sentait le parfum cher et l'arrogance. Samara, chérie, s'exclama-t-elle en me faisant 2 bises en l'air sans me toucher. Cet endroit, oui, est à mon niveau. Je vois que tu apprends enfin. Ma mère, Elodia, suivait, souriante jusqu'aux oreilles. Ma fille, comme tout est joli. Mon père, Saul, hocha la tête, déjà en train d'inspecter la bouteille de vin sur la table. Bonsoir. Et tante Silda, la commère, les yeux brillants d'oiseau de proie, prête à dévorer la nourriture et le drame.
Mes nièces, quel plaisir de vous voir ensemble. Ils se sont assis. Nous avons commandé des boissons. Mireya a commandé le mezcal le plus cher de la carte. Bon, dit tante Silda en levant son verre d'eau. Un toast. À Mireya, notre femme d'affaires vedette, et à Samara, qui a enfin compris que la famille passe avant tout. Tout le monde a trinqué. J'ai levé mon verre aussi. À la famille, ai-je dit, ma voix sonnant creux. La première heure a été une performance magistrale de Mireya. Elle a parlé sans arrêt de son voyage d'affaires. Elle a utilisé des mots comme synergie, capital risque, expansion internationale. Elle n'a donné aucun détail concret. Ce contrat à Cancun, ouf, dit-elle en s'éventant avec la serviette. C'est énorme, des centaines de milliers. Mais j'ai dû investir. Tu sais, Samara, qui ne risque rien à rien. Absolument, ai-je dit avec un sourire qui me faisait mal au visage. Et cet investissement, les 120 000 pesos, a été crucial. Là, ma mère s'est visiblement tendue, mais Mireya n'a même pas bronché. Crucial, petite sœur, crucial. C'est l'argent qui a bouclé l'affaire. Vision. Tu vois? Maman, papa, je vous l'ai dit ou pas que j'ai de la vision. C'est ma fille, dit mon père, gonflé de fierté. Quel orgueil, ma reine, répéta ma mère, déjà plus détendue en voyant que je coopérais. Et en parlant de Dahlia, dit tante Silda avec dédain. Heureusement que tu as dépassé ce caprice, Samara. La pauvre Dahlia, toujours à rêver avec ses petites poteries. Heureusement que cet argent a servi à quelque chose d'utile, vous ne trouvez pas? Définitivement, ai-je dit. J'ai posé ma serviette sur mes genoux. Mon cœur battait fort, mais ma main était ferme. En fait, tante, tu as tout à fait raison. Le succès de Mireya est si impressionnant, si inspirant, que j'ai senti que ce dîner n'était pas complet. Mireya a haussé un sourcil. Ah oui, tu as commandé un dessert? Mieux que ça, ai-je dit. Mireya, tu as mentionné que tu avais besoin de capital risque et d'expansion. Eh bien, ta vision m'a tellement inspiré que j'ai invité un expert financier, un professionnel, pour écouter tes idées et voir si, eh bien, si on peut investir davantage. Le visage de Mireya s'est illuminé d'une avidité pure. Un investisseur. Samara, toi, vraiment? Vraiment, ai-je dit. À ce moment précis, comme prévu, la porte du salon privé s'est ouverte. Ce n'était pas un serveur, c'était le licencié Gabino avec son costume sombre impeccable et une mallette en cuir. Derrière lui, deux hommes grands en civil, mais avec cette posture inconfondable. Police d'investigation. PDI. Le sourire de Mireya s'est figé. Son verre de mezcal s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a blêmi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Chuchota TL. C'est une blague? Mon père s'est levé d'un bond. Vous êtes qui? Ceci est un salon privé. Tante Silda a juste ouvert et fermé la bouche comme un poisson. Le licencié Gabino a marché calmement jusqu'au bout de la table. Il a posé sa mallette sur le bois avec un bruit doux et définitif. Bonsoir, dit Gabino, sa voix remplissant le silence. Je m'appelle licencié Gabino et je suis le représentant légal de la licenciée Samara. Les deux agents de la PDI se sont placés de chaque côté de la porte, bloquant la sortie. Ce n'est pas une blague, madame, continua Gabino en s'adressant à ma mère. Et ce n'est certainement pas une célébration, c'est une notification officielle. Un des agents fit un pas en avant, ses yeux fixés sur ma sœur. Madame Mireya, dit-il, sa voix tranquille mais pleine d'autorité. Nous sommes ici à cause d'une plainte pénale déposée contre vous pour fraude, falsification de documents et vol d'identité au détriment de la citoyenne Samara et de la citoyenne Dahlia. Le titre de cette partie est la note à payer. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Mireya fut la première à réagir. Elle éclata d'un rire strident, faux, presque hystérique. Quoi? Vol d'identité? Fraude? Samara, c'est ridicule. Quelle mauvaise blague est-ce? Dis-leur de partir. Ce n'est pas une blague, Mireya, dis-je, ma voix sonnant enfin comme la mienne. Samara, cria ma mère, Elodia, en se levant. Son visage était déformé par la fureur, pas par la peur. Que as-tu fait? C'est ta sœur, c'est ton sang. Tu es folle. Fais partir ces hommes d'ici.
ingrate. Tante Casilda cria aussi, toujours la même chose, l'écho de ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour t'élever. Mireia se reprit. Elle mit ce masque de chef que je connaissais trop bien. Elle regarda le licencié Gabino avec mépris. Les écouter, licenciado, cracha-t-elle. C'est un malentendu de famille, une affaire privée. Ma sœur m'a donné la permission d'utiliser cet argent, n'est-ce pas, Samara? Dis-leur que tu m'as donné la permission. Ses yeux me suppliaient et me menaçaient en même temps. Elle espérait que je redeviendrais la Samara de toujours, que je m'effondrerais, que j'aurais peur et que je dirais, oui, c'était une erreur, partez. Je me suis adossé à ma chaise. Permission, demandai-je doucement. Permission, Mireia? Permission de voler l'argent de Dahlia en utilisant mon nom? Ce n'était pas un vol, hurla-t-elle. C'était un prêt. Et tu m'as donné la permission. Maman, dis-leur. Tu m'as entendu? Ma mère hocha la tête frénétiquement. C'est vrai, officier. Je l'ai entendu. Samara lui a dit oui, d'utiliser l'argent pour son entreprise. Elle est juste jalouse du succès de Mireia. Ah, dis-je. L'intéressant. Je sortis lentement mon téléphone et le posai au milieu de la table, sur la nappe blanche. Permission, vous dites? J'appuyai sur play. Le silence se remplit de la voix de ma mère. Ma propre voix en train de pleurer faussement, puis la voix d'Elodia, froide, dure, reconnaissable entre toutes. Et écoute-moi bien, Samara. Ferme ta bouche. Le visage de ma mère se transforma. La couleur disparut. Elle s'agrippa au bord de la table. Ta sœur Mireia avait besoin de cet argent. Ce petit atelier sale de Dahlia peut attendre. Mireia resta bouche bée. Ses yeux passaient de ma mère à moi. Ce n'est pas une fraude, c'est une affaire de famille. Mon père Saul semblait prêt à vomir. Tante Casilda porta la main à sa poitrine. Mireia est la plus intelligente de nous tous. Tais-toi et ne complique pas les choses. L'enregistrement se termina. L'écho de la voix de ma mère resta suspendu dans l'air. Maman, dis-je à voix basse. C'est toi, en train de me donner la permission, ou plutôt l'ordre, de couvrir un délit fédéral. Ma mère ne put parler. Elle ouvrait et fermait seulement la bouche. Le licencié Gabino ouvrit alors son malletin, sans rien dire, et commença à sortir des documents qu'il posa un par un sur la table. Un document A, la demande de prêt original signée par Samara comme garante. Document B, l'approbation de la banque. Document C, l'ordre de transfert vers Servicio Creativo Mi avec la confirmation frauduleuse depuis l'email mireia.consultin@gmail.com. Document D, l'acte constitutif de Servicio Creativo Mi, où l'unique associé et bénéficiaire est Madame Mireia. Document E, dit-il en sortant une feuille brillante, une capture d'écran Instagram. Localisation, Cancun. Payé avec les fonds volés. Mireia se leva d'un bond en renversant sa chaise. C'est illégal. Vous ne pouvez pas m'enregistrer. Vous ne pouvez pas, madame, l'interrompit l'agent de la PDI. L'enregistrement d'une conversation où vous n'êtes pas présente, mais qui admet un crime en votre nom, est recevable. Et franchement, nous avons déjà assez de preuves sans ça. Mireia me regarda. La haine dans ses yeux était profonde, pure. Puis elle fit ce qu'elle faisait toujours, elle s'effondra. Samara, s'il te plaît, gémit-elle, sa voix de chef disparaissant, remplacée par celle d'une enfant gâtée. Ne fais pas ça. C'est un malentendu. Je te rembourse, je te le jure. Je ne savais pas que c'était si grave. Elle s'approcha pour essayer d'attraper ma main. Je me levai et repoussai sa main d'un coup sec. C'est fini, Mireia, dis-je, ma voix tremblant pour la première fois, non pas de peur, mais de rage libérée. Je pris mon sac, posé sur une chaise près de moi, et sortis quelque chose. Le dessin de Sochil. Je le déroulai. Il était froissé. La tache d'hibiscus était une cicatrice brune dans un coin. Les têtes des autres clients se tournaient. Je vis leurs regards curieux, leurs murmures. Je vis Mireia, la reine dorée, la chef, essayer de cacher son visage, son bronzage de Cancun désormais pâle et taché de mascara. Dans le salon privé, le silence était assourdissant. Tante Silda priait à voix basse, Ave Maria Purissima. Mon père Saul s'était effondré sur sa chaise,
son visage entre ses mains. Ma mère, Elodia, fut la dernière à bouger. Elle leva la tête. Ses yeux étaient secs. Pas de larmes. Juste une haine froide et pure que je n'avais jamais vue. Elle me fixa. Tu as détruit cette famille, siffla-t-elle. Sa voix était du poison. Non, maman, répondis-je, fatigué. Oui, cria-t-elle en se levant. Tu l'as détruite. Tu as appelé la police. Pour ta sœur. Pour ton sang. Elle a commis un crime, maman. Un délit. C'était une affaire de famille, hurla-t-elle. Ça se réglait à la maison. Mais toi, tu n'as pas pu passer au-dessus. Il a fallu que tu fasses ton drame. Tout ça pour un stupide dessin. Un stupide dessin. Voilà la phrase. Je ris. Ce n'était pas un rire joyeux, mais un son sec et brisé. Tu as raison, maman, dis-je. Tu as complètement raison. Tout ça, la fraude, la police, l'arrestation, tout ça, c'était pour un stupide dessin. Je pointai le dessin froissé de Sochil sur la table. C'était pour ça. Pour la manière dont tu l'as regardé et que tu n'as rien dit. Pour la manière dont papa a été d'accord avec toi. Pour les 30 ans à m'appeler inutile tout en m'utilisant comme votre servante. Pour avoir dit à Dahlia que son rêve était sale, et à Mireia que ses dettes étaient des investissements. Je m'approchai de ma mère. Elle recula. C'était pour le jour où ma fille est née, quand tu m'as dit que j'étais incomplète. Vous avez détruit cette famille morceau par morceau, insulte après insulte. Moi, j'ai juste allumé la lumière pour que tout le monde voie le désastre. Mon père leva les yeux. Samara, s'il te plaît, que vont dire les voisins? Ce qu'ils vont dire, demandai-je. Tu aurais dû y penser avant d'élever une criminelle et de la couvrir. Je me tournai vers la porte. Le licencié Gabineau rangeait déjà ses copies dans le maltin. Mon travail est terminé, dit-il. Licenciada Samara, je vous accompagne. Je marchai vers la sortie. Samara, cria ma mère. La note. Tu avais dit que tu payais. Je m'arrêtai. Je ne me retournai pas. C'est vrai, dis-je. Déjà payé. Et je quittai le salon. Laissant mon père, ma mère et ma tante assis au milieu d'un dîner cher qu'ils ne pouvaient pas payer, avec le dessin taché de ma fille comme centre de table. Le licencié Gabineau m'accompagna jusqu'à ma voiture. Tout sera traité par le procureur, dit-il. Avec l'enregistrement et les preuves, il n'y aura pas de procès. Ils lui proposeront sûrement un accord. Elle devra plaider coupable, payer une amende et aura une liberté conditionnelle avec l'obligation de restituer le montant total. Merci, licenciado. Il n'y a pas de quoi, Samara. Ce fut un plaisir. Je conduisis jusqu'à la maison. L'air de la nuit à Publa était froid et pur. Pour la première fois de ma vie, je sentis que je pouvais respirer à plein poumon. Je ne me sentais pas heureuse, je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais légère. Les mois qui suivirent furent d'abord bruyants, puis très silencieux. Mireia plaida coupable. Elle évita la prison, mais elle avait désormais un casier judiciaire. Le juge l'obligea à rembourser les 120 000 pesos. La banque effaça mon nom et celui de Dahlia Dupré. Mireia dut vendre sa voiture et ses sacs de luxe. Elle perdit son emploi, qui n'était en réalité qu'un poste médiocre dans le bureau d'un ami de mon père. Mes parents essayèrent de me contacter. Ils envoyèrent ma tante Casilda à ma porte. Je n'ouvris pas. Mon père me laissa des messages furieux, disant que je leur devais l'argent dépensé pour les avocats de Mireia. Ma mère m'envoya une lettre manuscrite, 8 pages de chantage émotionnel. La famille doit pardonner. Dieu nous regarde. Si tu étais une bonne fille, tu retirerais les charges. Je renvoyai la lettre par la poste. À l'intérieur de l'enveloppe, j'avais glissé une copie de la facture du licencié Gabineau. Sur un post-it, j'avais écrit. Voici ma facture de rupture. Ne me contactez plus jamais. J'ai changé mon testament. J'ai supprimé leur nom de tous les documents légaux. J'ai enlevé ma mère comme contact d'urgence de l'école de Sochil. J'ai mis Dahlia comme tutrice légale de ma fille au cas où il m'arriverait quelque chose. Dahlia, ma petite sœur, a déménagé. Elle est partie à Oaxaca, loin de la toxicité. Nous restons en contact. Sa voix est plus forte maintenant. Un jour,
quelques mois plus tard, j'ai utilisé l'argent de mon grand contrat du Mescal. J'ai créé une petite fondation anonyme, Fonds pour artisans émergents de Puebla. La première subvention de 120 000 pesos fut donnée à une talentueuse céramiste appelée Dalia, pour acheter un four et louer un local dans le quartier des artistes. Elle n'a jamais su que c'était moi. Hier, je suis allé chercher Xochitl à son atelier de céramique. Elle était couverte de boue, mais souriait jusqu'aux oreilles. Elle me montra un petit vase bleu peint dans le style Talavra. « Regarde, maman, pour notre atelier. »« Il est magnifique, mon amour, » lui dis-je en embrassant son front taché d'argile. En sortant, elle me demanda. « Maman, pourquoi tante Mireia était-elle si méchante? Pourquoi grand-mère Elodia était-elle toujours fâchée ?» Je me suis arrêté un instant. « Je ne sais pas, mon amour, » lui dis-je honnêtement. Je crois que certaines personnes ne savent briller qu'en essayant d'éteindre la lumière des autres. Elles croient que l'amour est limité, que si toi tu en as, elles en auront moins. Je les serrai dans mes bras. Mais nous savons que ce n'est pas vrai, pas vrai? C'est vrai, dit-elle. Nous avons beaucoup de lumière. Et elle avait raison. Ma famille dit que j'ai envoyé ma sœur en prison pour un petit malentendu familial. Ils disent que j'ai tout détruit pour un simple dessin. Ils avaient tort.